Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, où en est le dialogue politique à Djibouti? L'opposition avait salué la mesure d'amnistie annoncée par le pouvoir, mais les dispositions prévues par l'accord cadre n'ont pas été appliquées. L'accord de paix sera-t-il ratifié par tous les partis le 15 mai au Mali? Si la date a été annoncée par le président Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement, les groupes du Nord refusent encore cette éventualité. Immersion au sein de la course féminine de Yaoundé-Lakofei en fin d'édition. L'événement a fait son retour samedi 18 avril après 2 années d'absence. 200 concurrentes âgées de 15 à 80 ans y ont participé. Mais d'abord, les policiers centrafricains en grève depuis une semaine pourraient durcir leurs mouvements. Plusieurs checkpoints dans les arrondissements de la capitale Bangui sont déjà déserts. Les agents de police réclament de meilleures conditions de travail ainsi qu'une revalorisation de leur salaire. Des revenus qui pourraient graviter autour de 100 € par mois en début de carrière. À Djibouti, 4 mois après son adoption, retour sur l'accord cadre entre l'USN, l'Union pour le Salut National, parti d'opposition, et le gouvernement. Le texte prévoyait des discussions sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, sur le statut de l'opposition ou encore sur les codes de conduite des partis de l'opposition. Qu'en est-il aujourd'hui? Élément de réponse avec Ibrahim Radinjaï. Le dialogue politique entre la majorité présidentielle UMP et la coalition de l'opposition, l'Union pour le Salut National USN, à Djibouti et en dents de scie. Pourtant, les accords du dialogue politique intervenus le 30 décembre 2014 entre les deux camps devraient permettre d'instaurer un climat apaisé. Mais pour l'opposition, plusieurs points de cet accord restent en suspension. Il est vrai que le dialogue politique s'est engagé en août 2013. Il est allé de blocage en reprise jusqu'à la signature de cet accord cadre de décembre 2014. Les négociations ont, dans la foulée de cette signature, commencé, notamment autour de réformes démocratiques et de questions immédiates. Mais au jour d'aujourd'hui, l'accord reste pour l'essentiel à mettre en œuvre. Et il n'y a pas eu d'accord, en effet, sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, sur le statut de l'opposition ou les codes de conduite des partis politiques. Or, une échéance électorale importante, à savoir l'élection présidentielle d'avril 2016, se profile déjà à l'horizon. Le gouvernement a approuvé lors du Conseil des ministres du mardi 7 avril un projet d'amnistie en faveur des militants et des personnalités de l'opposition condamnés pour les événements liés à la crise post-électorale de 2013. Mais pour l'opposition, l'amnistie devrait être générale. Sur les questions immédiates aussi, il reste beaucoup de choses à mettre en œuvre, comme le rétablissement des personnes lésées dans leurs droits, cette amnistie qui doit bénéficier à tous les membres de l'USN injustement condamnés. Il y a aussi le rétablissement des élus locaux dans leur mandat, le maire de Djibouti et ses adjoints. Et donc voilà, l'opposition a fait, elle, sa part de l'accord cadre. Et c'est un constat que je fais, hein. Je ne raconte pas d'histoire. L'accord reste au jour d'aujourd'hui, pour l'essentiel, à mettre en œuvre. Et ce n'est pas du fait de l'USN. Rappelons que la signature, le 30 décembre 2014, de cet accord cadre entre le pouvoir et l'opposition avait mis fin à plus de 20 mois de crise politique dans le pays. Les forces de l'ordre ont contenu le mouvement de contestation de l'opposition à Conakry et ce lundi en Guinée. Une manifestation d'envergure nationale avait été annoncée pour protester contre le calendrier électoral. Mais la circulation sur l'autoroute Le Prince a été interdite. Des affrontements y avaient eu lieu les 13 et 14 avril et s'étaient soldés par 3 morts et une dizaine de blessés. Le gouvernement parle, lui, d'un bilan de 2 morts. L'opposition poursuit son appel à la mobilisation. Et par ailleurs, les deux partis se sont entretenus ce dimanche, une première depuis 1 an et demi. Au Mali, c'est une question qui agite toute la sphère politique après 8 mois de négociations. L'accord de paix sera-t-il ratifié par tous les partis le 15 mai 2015? Si l'échéance a été annoncée par le président Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement, la coordination des mouvements de l'Azawad refuse de signer le document. Fanny Mounichi. La médiation algérienne redouble d'efforts pour parvenir à un accord de paix au Mali. Après l'échec de la signature du 15 avril, les médiateurs tentent de faire ratifier le document à plusieurs groupes rebelles, quitte à ne pas faire l'unanimité. Car du côté du gouvernement, la confiance est de mise. Une cérémonie de signature est déjà prévue pour le 15 mai, avec ou sans les groupes récalcitrants. Elle a été annoncée le 19 avril par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai le bonheur de vous dire qu'après tous les errements que nous avons connus, le processus de paix au Mali avance. Grâce à nos amis algériens notamment qui en conduisent le processus, nous arrivons enfin au terme.
Oui, il y en a qui ne veulent pas signer l'accord, mais le train avancera sans eux. Nous n'allons pas rester en gare, il est temps. 8 mois de va-et-vient à Alger, cela suffit largement. Du côté des groupes du Nord, le désaccord s'articule autour de la gestion de leur région, l'Azawad. D'après les rebelles, le texte en question ne propose pas de statut politique ou juridique propre à leur territoire. Une autonomie que réclament les groupes avant de pouvoir passer tout accord. Mais ce mouvement de résistance pourrait achever de diviser le pays. Comme nous l'avons dit dans la déclaration du 6 février, que ceux qui s'opposeront à la mise en œuvre de l'accord, je ne parle pas de ceux qui ne signeront pas, mais ceux qui prendront des mesures pour freiner la mise en œuvre de l'accord, ceux-là seront pris pour responsables des conséquences. Voilà ce que nous attendons du Conseil de sécurité à ce stade. La communauté internationale, qui garde un œil sur les négociations, se montre confiante. Elle espère beaucoup de la prochaine réunion des groupes du Nord. Ils doivent se rassembler à partir du 4 mai à Nouakchott, en Mauritanie. L'Éthiopie instaure 3 jours de deuil national après le massacre de 28 chrétiens perpétré par des membres du groupe terroriste de l'État islamique. Le groupe Daesh a diffusé ce dimanche une vidéo qui montre l'exécution de ces Éthiopiens capturés en Libye. Le porte-parole du gouvernement a condamné cet acte et rappelé l'engagement du pays contre le terrorisme, notamment en Somalie contre les Shebabs. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a fermement condamné ces meurtres qu'elle a qualifiés de barbares et lâches. Écoutez les propos de notre éditorialiste Gracien Rokindikiza. Les 3 jours de deuil décrétés par le gouvernement éthiopien constituent une bonne chose pour, disons, la solidarité au niveau de ces chrétiens qui ont été tués. Mais en même temps, on peut dire que les groupes terroristes cherchent justement de la publicité, de la communication. C'est avec ces mesures qui sont prises qu'ils sont de plus en plus connus et en même temps qu'ils recrutent de plus en plus, qu'ils collectent de l'argent. Donc on est tenté de dire, est-ce qu'il ne faut pas finalement faire le deuil et en même temps ignorer ces mouvements plutôt que de faire beaucoup de publicité autour de ces événements. Du sport pour terminer ce journal et de 7 pour la COFEI, la course féminine de Yaoundé au Cameroun. Au-delà de l'aspect sportif, la COFEI permet également aux femmes d'en savoir un peu plus sur leur état de santé à travers des dépistages gratuits. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Après 2 années d'interruption, la COFEI, course féminine de Yaoundé, est de retour. Réservée aux femmes âgées de 15 à 80 ans, cette épreuve sportive attire chaque année des centaines de participantes aux profils différents. Dans la catégorie course populaire, épreuve reine de cet événement, c'est la jeune Tata Karine qui a pris le meilleur sur ses 200 concurrentes ce dimanche au boulevard du 20 mai. La jeune athlète de 18 ans a parcouru les 10 km en 40 minutes et 4 secondes. Je compétis régulièrement avec des athlètes expérimentés, ce qui m'a permis d'améliorer ma pointe de vitesse. C'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Du côté de la Fédération camerounaise d'athlétisme, on se réjouit du fait que les rênes de l'organisation de cette course soient tenues par une femme. La fédération est en train d'encourager les femmes qui organisent des compétitions pour les femmes et cela vient de la fédération internationale qui exige que les femmes soient les promotrices de compétition parce qu'on sait que quand une femme est au devant de la scène, les choses marchent. La course féminine de Yaoundé va au-delà de l'aspect sportif pour prendre en compte les problèmes de santé de la femme. 9 ans après la première édition en 2007, de nombreux obstacles se dressent toujours sur le chemin du comité d'organisation. Le plus important étant la rareté des partenaires. Au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique, que les projets des femmes soient pris en compte, qu'on nous accompagne et qu'on cesse de nous prendre vraiment que pour la petite ménagère de la maison. On a des projets, soutenez-nous, accompagnez-nous. C'est des projets vivables. Et la course féminine de Yaoundé se bat contre le cancer, se bat contre les maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension et le diabète. En prélude à cette 7e course féminine de Yaoundé, plus de 300 femmes ont bénéficié du dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus, ainsi que des maladies cardiovasculaires. Organisée par l'association camerounaise Sport et Développement, cette édition 2015 du COFEI a pour marraine Nawal El Moutawakel, première femme africaine championne olympique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.